Dans l'animation, la magie qui rend une scène inoubliable se trouve souvent dans les détails. Beaucoup d'animations méritent qu'on les observe un peu plus profondément pour en saisir toute la beauté et le travail qui s'y cache. Et pour se rendre compte des progrès de l'animation moderne, quoi de mieux que de se plonger dans ses propositions les plus récentes. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour analyser les meilleures scènes en animation de 2024. Difficile de parler des meilleures animations de 2024 sans commencer par Le Robot Sauvage, un film signé DreamWorks qui a mis tout le monde d'accord. Il y aurait beaucoup à dire sur la plupart des scènes, mais j'ai choisi de parler de celle où Jolie Bec s'envole pour sa migration. Une scène chargée d'émotions dont je vais vous rappeler le contexte rapidement. Après l'avoir entraîné au vol, notre robot Rose va enfin pouvoir compléter sa mission en aidant Jolie Bec à s'envoler avec les autres oies, puisque c'est l'heure de la migration, un moment clé où Rose et Jolie Bec savent qu'ils doivent se séparer et se dire au revoir, si ce n'est adieu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant au niveau de l'animation? Déjà dans une scène avec autant de personnages, un premier point clé auquel il faut faire attention, c'est la lisibilité. Comment attirer l'œil du spectateur à un endroit précis quand il y a des centaines de personnages à l'écran? Au tout début de la scène, Rose s'avance au milieu des oies et effectivement, on la distingue tout de suite. Déjà parce qu'elle est au centre du cadre bien sûr, mais aussi parce que toutes les oies s'écartent sur son chemin, ce qui a créé derrière elle tout un sillon de vide. Et avec ça on a aussi un jeu de couleurs avec les oies qui sont toutes assez sombres en comparaison de Rose qui a une couleur blanche bien plus lumineuse, et on a même Escobar sur son épaule avec sa couleur orange qui se voit de loin. On a ensuite une super animation de Jolie Bec qui fuit le regard des autres, il ne sait pas où se mettre, il se sent jugé et ça se traduit par je ne sais pas où poser mon regard. J'ai compté, il change de direction de regard littéralement 12 fois, ce qui a bien sûr un impact sur sa démarche qui est du coup un peu hésitante, indécise. On a ensuite un speech de ralliement de la part de Longhou. Là encore, admirez ce travail de composition. Longhou est placé en hauteur et bien centré, la lumière du soleil vient lécher toute la face avant du personnage, on a plusieurs couches d'arrière-plan qui non seulement donnent de la profondeur à l'image, mais qui évoquent aussi l'immensité du monde que les oiseaux s'apprêtent à traverser. On avance ensuite au moment fort de cette scène, Rose qui se met à courir pour aider Jolie Bec à s'envoler. On peut remarquer les nombreuses fois où elle tourne la tête vers lui pour s'assurer que tout va bien, on remarque aussi la tête de Jolie Bec qui est contre-animée par rapport à son corps pour rester stable. Quand les plans s'enchaînent, on garde le sujet presque au même endroit dans le cadre pour ne pas perdre le spectateur toujours, et quand vient le moment de décoller, l'expression de Jolie Bec est très explicite. Un mélange de peur, mais surtout bien sûr de tristesse. Il se sépare de Rose, il dit adieu à sa mère. On voit d'ailleurs la vision de Rose juste après avec une confirmation de son interface que sa mission est accomplie, mais là où n'importe quel robot se serait satisfait de cette réussite, Rose réagit différemment. Et c'est là qu'on a l'une des plus grandes forces du robot sauvage, avoir réussi à rendre son robot le plus expressif possible. Et alors qu'on pensait la scène terminée, elle repart de plus belle avec Rose qui veut voir une dernière fois Jolie Bec. On a des magnifiques plans qui me permettent d'introduire le détecteur à fond d'écran. Je le sortirai à chaque fois qu'un arrêt sur image mérite d'en faire un fond d'écran. On passe ensuite presque en vue subjective pour suivre les oies s'approchant de Rose. On voit comment chaque oiseau gère sa trajectoire avec à peu près la même animation mais en ayant un temps de décalage pour chacun. On évite comme ça l'effet copier-coller. Rose et Jolie Bec s'échangent un dernier regard et la scène se conclut de la manière la plus poétique qui soit. On voit la formation d'oies disparaître au loin mais une plume arrive jusqu'à Rose. Elle garde ainsi un dernier souvenir de son Jolie Bec. On a ce dernier plan magnifique avec Rose qui est encore sur l'île mais l'entièreté de son corps est comme attirée dans la direction de son enfant. Pour la prochaine scène, on va partir en Chine pour parler du Royaume des Abysses. Et oui, je sais, techniquement le film est sorti en 2023 en Chine, mais pour nous Français c'est un film de 2024. Alors j'aurais pu choisir la scène finale du film, mais ça spoil pas mal de choses pour ceux qui l'ont pas vu. J'ai donc opté pour une autre scène que je trouve très sympa aussi et qui reflète bien toute la folie créative du film, le moment où Shenxia découvre le restaurant. Ici on va surtout parler de l'animation donc je ne vais pas m'attarder sur l'histoire du film. Tout ce qu'il y a à savoir c'est que cette petite fille s'appelle Shenxia et qu'elle s'est retrouvée par accident dans un étrange univers fantastique. En l'occurrence elle arrive dans la salle d'un restaurant assez spécial. Dès les premiers plans on peut admirer à quel point l'image est généreuse et colorée. Alors oui j'ai conscience que pour certains c'est même un peu trop. Avec nos petits yeux d'Européens on n'est pas du tout habitué à ce style d'animation. Ici on n'a pas un seul espace de respiration. On a du mouvement, des couleurs, de la lumière un peu partout et contrairement à ce qu'on voyait dans Le Robot Sauvage, là on est limite perdu à ne pas savoir où regarder. Mais j'ai envie de croire que c'est presque fait exprès. On se met en fait à la place de Shenxia qui découvre tout cet univers et toutes ces créatures et qui forcément est un peu troublée. En plus d'être saturée en couleurs et en mouvements, toutes les textures sont elles aussi super riches en détails. On les voit bien dans ces plans rapprochés sur les différents plats et même quand la main d'un personnage passe au premier plan. On sent l'aspect lisse de la peau au niveau du pouce mais on voit aussi que la main est brillante de gras avec tous ses reflets. Reflets qui eux-mêmes font apparaître tous les pores de sa peau. En termes de niveau de détail, ça se pose là. On a ensuite la grosse tête de Nanre qui apparaît à l'écran, c'est tout simplement le capitaine qui tient le restaurant. Et là encore, pour parler de l'animation, tous les curseurs ont été
été poussés au maximum. Ça fait partie des grands principes de l'animation de déformer les personnages, de faire en sorte que les mouvements suivent des arcs de cercle pour donner une belle animation fluide, mais ici c'est fait dans un tel excès que c'est presque hypnotisant de voir ce personnage bouger et se déformer dans tous les sens. C'est limite si sa tête ne garde jamais son volume normal. Et forcément, si on visionne image par image, on va pouvoir observer des trucs assez spéciaux. C'est à se demander comment a été préparé le squelette du personnage pour pouvoir permettre autant de déformations. Pour le reste de la scène, on a d'autres textures particulièrement réussies. On a notamment le visage de Shenxia couvert d'une sorte de gelée verte gluante. Ouais, un peu dégueu celle-là, mais je vous assure que c'est pas de la morve. Et on a surtout cette espèce de morceau de viande d'un réalisme juste dingue. D'ailleurs, avant de voir ce morceau, on a un plan assez original où on suit la trajectoire d'une carte lancée par Nanreux. Elle passe juste au-dessus de ce petit serveur avant de venir trancher la viande d'une manière on ne peut plus satisfaisante. Non, franchement, cette animation de viande qui gigote, c'est du grand art. Bref, vous l'avez compris, ce film regorge d'idées graphiques innovantes. Toujours dans la même scène, je pourrais parler de cette course de Nanreux qui devient presque en 2D avec tout plein de lignes de vitesse dessinées par-dessus l'animation, ou alors ce moment où il se retrouve à devoir goûter une chaussure bouillie avec une anime toujours plus exagérée dans les déformations. Le Royaume des Abysses, c'est une explosion de créativité dans laquelle on ressent tout l'enthousiasme des équipes d'animation chinoises. Pour être honnête, j'ai toujours du mal à dire si j'aime vraiment ce type d'animation, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des trucs les plus surprenants, les plus fous que j'ai vu depuis longtemps. Pour la troisième scène, on va parler de celui qui a reçu en mars l'Oscar du meilleur film d'animation, j'ai nommé Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Un film d'animation qui nous vient de Lettonie et qui a la particularité d'être entièrement muet. Tout le film est vraiment beau, mais une des scènes qui m'a le plus emporté, c'est celle-là. Dans l'univers de Flo, les humains ont complètement disparu et tous les décors se font peu à peu engloutir par les eaux qui montent. On suit le parcours de ce petit chat et dans la scène que j'ai pris, il n'a plus le choix que de se hisser le plus haut possible. Il trouve alors cette géante statue représentant elle-même un chat. L'image est déjà très belle, le rapport d'échelle est vertigineux et le côté muet du film aide en fait à nous immerger dans ces images. On se met à la hauteur de ce petit chat. L'absence de parole laisse place à la musique qui est, on pourrait dire, envoûtante. Elle amplifie la grandeur des décors et la gravité de la situation. La montée des eaux est savamment mise en scène, on sent le côté inéluctable et la disparition de tout un monde qui appartiendra bientôt au passé. Le jeu avec la caméra qui montre à la fois sous l'eau et à la surface nous fait bien ressentir le côté débordement. Et alors que le chat commence à être à court de solutions pour échapper à l'eau qui monte, un événement se produit juste derrière lui. J'ai trouvé ce passage particulièrement impressionnant. On ressent tout le gigantisme de cette créature. La seule du film d'ailleurs qui n'est pas un animal réel. On peut voir la réaction du chat d'abord sur la défensive, puis un peu plus en observateur. Toute l'animation du chat, mais aussi des autres animaux qu'on croise dans le film sont vraiment très crédibles. On sent que les animateurs ont passé du temps à étudier comment les animaux bougent et réagissent au monde qui les entoure. J'imagine que ce style graphique ne fait pas l'unanimité vu qu'il s'éloigne pas mal des standards de réalisme de la 3D moderne, mais pour moi il est tout à fait dans la continuité du projet. On est dans une forme d'épure, d'authenticité qui, mariée avec l'absence de dialogue, donne un long métrage unique. Bravo à Ginzil Balodis et ses équipes qui ont réussi à insuffler une vraie poésie dans cette œuvre. Je vais clairement surveiller de près les futurs projets du monsieur. Pour la prochaine scène, on passe sur une série d'animations qui n'a pas fait tant de bruit que ça, c'est Secret Level. Il fallait choisir un épisode et je pense qu'on est nombreux à avoir particulièrement apprécié celui sur Warhammer 40 000. On va donc s'attarder un peu sur cet épisode et plus précisément sur la scène où les soldats commencent leur mission. Après la douceur de Flo, on va changer radicalement de registre. Dans ce court-métrage, on est donc plongé dans l'univers de Warhammer 40 000. Moi-même, je ne m'y connais pas tant, mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on va suivre 4 gros soldats bien bourrins à qui on a confié une mission. Ces soldats, on les appelle des ultramarines, et on voit au début du court-métrage que les prévisions leur donnent toutes les chances de mourir au cours de cette mission. Autrement dit, ça va pas rigoler. Comme c'était déjà le cas dans certains épisodes de Love, Death and Robots, on retrouve ici un travail sur l'hyper-réalisme. Y'a qu'à voir les plans qui montrent des visages humains, c'est juste bluffant, on aurait du mal à dire que c'est fait en 3D. La scène que j'ai choisie se passe donc au début de la mission, les ultramarines viennent d'arriver en terre hostile et toutes les créatures dans le coin sont déjà au courant. On a d'abord cette alternance de plans super efficace entre les 4 soldats qui avancent lentement mais sûrement et leurs adversaires bien plus nombreux qui se préparent à les accueillir en s'agitant dans tous les sens. Le travail du sound design fonctionne vachement bien avec la démarche des ultramarines. On ressent toute leur lourdeur, tout le poids de leur armure, et on devine déjà qu'on va être sur une démonstration de badassitude comme on en voit rarement. Le futur champ de bataille étant plongé dans la poussière, on a cette bonne idée d'avoir donné des motos aux adversaires. Avec leur phare, ça rend l'assaut plus lisible et bien sûr plus joli. Les premiers coups de feu sont tirés, ça n'a visiblement aucun impact sur les ultramarines qui à leur tour vont faire leur premier tir, et ouais, c'est pas la même. Le seul motard qui parvient à arriver jusqu'à eux s'écrase tout bonnement sur un bouclier, et même là le soldat n'a pas tremblé d'un pouce. Le combat se passe ensuite au corps à corps, on ressent toute la puissance des coups appuyés par une musique bien pesante.
En gardant la caméra braquée sur un seul soldat, on mesure à quel point il est imposant et inarrêtable. Tous les adversaires qui arrivent sur lui passent littéralement pour des fourmis. Après ça, on a un petit temps de pause juste avant de voir l'adversaire suivant, à savoir un tank. On a donc une vraie progression de niveau entre les adversaires qui rappelle bien sûr les jeux vidéo. C'est quand même le thème de ces courts-métrages. Bon, le tank, on le voit, il arrive à mettre une petite pression sur les ultramarines, mais pas pour longtemps. On en a un qui s'élance, les adversaires tentent de l'arrêter en envoyant carrément un véhicule tout droit sur lui. On passe par un petit slow motion et le soldat traverse le véhicule comme dans du beurre. C'est puissant, épique et on va pas se mentir, un peu exagéré. Mais bref, après un autre joli slow motion, le soldat atterrit sur le tank et pour l'arrêter, il se contente de lâcher sa grenade et de continuer à marcher comme si de rien n'était. J'adore ce contraste entre petits gestes et grosses conséquences. En fait, ça nous fait comprendre à quel point ces soldats sont habitués à la violence. Voilà pour cette scène, je la trouve particulièrement réussie. En soi, c'est de la guéguerre pas très originale, mais entre le sound design et l'ultra-violence, on est quand même sur une scène sacrément épique. D'ailleurs là, j'ai montré que la première moitié du court-métrage, mais si vous ne l'avez pas vu, toute la scène finale vaut elle aussi vraiment le détour. Avant de passer à la dernière scène de la vidéo, je vous invite à mettre en commentaire là où les scènes d'animation qui vous ont marqué parmi tout ce qui est sorti en 2024. J'espère découvrir des belles pépites que j'aurais pu manquer. Et on passe donc maintenant à la dernière scène qui concerne bien évidemment Arcane. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien Arcane, avec son style d'animation novateur, ses musiques qui rajoutent une couche d'épique aux images, ses personnages dont le flow n'a d'égal que leur profondeur d'écriture. Ouais, j'aime bien Arcane quand même. Bon, à peu près toutes les scènes de la saison 2 sorties en 2024 pourraient avoir leur place dans cette vidéo, mais aujourd'hui on va changer un peu des scènes qu'on cite tout le temps, je ne vais pas parler de la scène de danse entre Echo et Powder, non, j'ai choisi d'analyser une scène un peu plus anecdotique, le combat entre Sevika et Smitch. Une scène qui m'a particulièrement hypé la première fois que je l'ai vue. Bon, si vous avez regardé cette série, vous le savez, Arcane c'est 10 idées par plan. On commence donc avec l'arrivée de Sevika, évidemment on n'a pas juste le personnage qui apparaît bêtement. Son arrivée est d'abord annoncée par un premier coup de feu, puis on aperçoit sa silhouette camouflée dans la fumée, puis on voit le canon de son arme, et enfin on distingue son visage. On retrouve des beaux slow motion comme dans la scène de Warhammer 40 000. C'est souvent intéressant d'alterner les rythmes et de décomposer une action pour la rendre plus lisible. Bon, sinon Jinx a toujours un flow monumental, ça bouge pas. On a ensuite Sevika qui révèle son nouveau bras gauche tout juste construit par Jinx. Je trouve que les plans rapprochés sur les différentes parties du bras vont un peu vite pour tout comprendre, mais à mon avis c'est fait exprès. Le but c'est justement de nous montrer qu'on est sur une création chelou de Jinx et qu'elle y a fourré tout un tas de surprises. On a ces plans où Jinx passe presque entièrement en 2D quand elle esquive les coups très rapidement. On arrive quand même à bien lire ses mouvements grâce au tracé rose de ses yeux qui dessine sa trajectoire. Le joli petit détail des morceaux de tentacules tombés au sol un peu plus tôt dans la scène qui viennent déséquilibrer Jinx et ajouter encore du rebondissement au combat. Mais finalement l'ennemi se fait distraire avec une grenade envoyée par Isha. Grenade qui elle aussi avait été montrée un peu avant. On est donc sur un double fusil de Chekhov. On repasse sur Sevika et Smitch et je suis beaucoup trop fan de l'animation de Smitch. Avec son corps de cyborg, il est capable de tourner indépendamment chaque partie de son corps, ça lui donne un côté arachnéen à la fois flippant et stylé. Et pour moi, une animation réussie, c'est ça, c'est tirer le plein potentiel du personnage qu'on anime. On le voit quand Smitch se déplace, que ce soit ses bras, ses jambes, sa tête, tout est animé en profitant de ses membres modulables. On découvre ensuite comment fonctionne le nouveau bras de Sevika avec une roulette intégrée qui donne lieu à des attaques aléatoires. On est vraiment dans l'esprit Jinx, le combat devient littéralement un jeu de hasard. Sevika elle-même ne sait jamais quelle attaque elle va lancer. On passe par ses fonds colorés avec un aspect pixel pour rappeler là encore les codes des jeux vidéo. C'est le moment de dire aussi que les musiques sont toutes super bien choisies. L'intégration de Get Jinx tombe à pic et fait un joli clin d'œil à la toute première collaboration entre Fortiche et Riot. Le combat se poursuit de manière frénétique avec Smitch qui essaye de faire ce qu'il peut face à l'arme de Sevika qui est juste imprévisible. On a tout plein d'effets de 2D ou de sang qui arrivent sur la caméra. L'action est des fois ralentie pour laisser le temps d'admirer les beaux posings ou pour accentuer la violence d'un coup. Et le combat se termine sur une dernière bonne idée, laisser l'attaque la plus violente se dérouler en hors-champ. On a juste les réactions de Jinx et Isha avec quelques indices autour et quand on retrouve Sevika couverte du sang de son adversaire, on devine qu'il a dû un petit peu trinquer. Voilà, ça donne un exemple du nombre d'idées graphiques qu'on trouve dans un petit passage de 3 minutes d'Arcane. On est sur une série qui laisse vraiment son animation s'exprimer pour proposer un maximum de choses visuellement parlant. Le résultat est sans appel, Arcane s'inscrit d'ores et déjà comme une référence dans l'animation moderne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous aurez peut-être reconnu le format d'analyse d'animation que j'avais pas fait depuis plus d'un an. J'avais envie de retravailler le concept et je suis plutôt content de cette nouvelle version. En évoquant plusieurs scènes, on voit plein de styles d'animation variés et ça permet d'aborder plein de choses différentes. Si vous aimez l'animation, vous l'avez compris, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo si vous voulez découvrir mes anciennes analyses d'animation. À mon sens, celle sur Vaiana c'est la plus réussie. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était CEO. Ciao, à la prochaine. Un piaf qui a plus d'aile, c'est rien de plus qu'un vieux rat moche à plumes. C'est qui le petit rat à plumes maintenant?